Je m'appelle Lucas, et je dois avouer que je n'étais pas vraiment emballé à l'idée de cette réunion de classe. Le lycée, c'était une autre époque, une autre vie. J'avais quitté cette petite ville il y a des années, et je n'y avais plus jamais remis les pieds. Alors quand j'ai reçu ce message sur les réseaux sociaux m'invitant à la réunion, j'ai hésité longtemps avant de répondre. C'était curieux, je n'avais gardé aucun contact avec eux. Pourtant, quelque chose en moi, peut-être de la nostalgie, peut-être une envie de voir comment la vie avait traité les autres, m'a poussé à accepter. Je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal, non? Le rendez-vous était fixé dans un vieux restaurant au coin de la rue principale. À l'époque, c'était un simple café où on traînait après les cours, rien de spécial. Mais ce soir-là, il avait été réservé pour nous seuls. La ville n'avait pas changé. Toujours aussi calme, presque figée dans le temps, avec ses rues désertes et ses lampadaires faiblement éclairés. Je garai ma voiture devant le restaurant, le cœur battant un peu plus vite que je ne l'aurais voulu. En entrant, une bouffée de chaleur et l'odeur familière du bois usé me frappèrent. Le lieu était à la fois familier et étranger. Un groupe était déjà installé autour d'une grande table au fond de la salle. Je les reconnus immédiatement, ou du moins, c'est ce que je crus d'abord. Mais une étrange sensation de décalage s'installa en moi. Leurs visages, ils étaient tous là, pourtant quelque chose me gênait sans que je puisse mettre le doigt dessus. Marie, qui avait été la fille populaire de l'époque, me fit un signe enthousiaste. Elle n'avait pas changé. Ou peut-être que si. Je me dirigeais vers eux, forçant un sourire, mais l'atmosphère était lourde, pesante, comme si je n'avais pas ma place ici. Lucas. Enfin. Viens t'asseoir. Ça fait si longtemps, me lança quelqu'un dont le visage m'échappait un instant, comme un souvenir flou. Je pris place à la table, et tout de suite, la conversation reprit. Ils parlaient tous du passé, de l'époque du lycée, de ces moments que nous avions vécus ensemble. Mais plus ils parlaient, plus quelque chose clochait. Au début, j'écoutais distraitement, hochant la tête et souriant là où il fallait. Ils évoquaient des souvenirs, ces petites anecdotes sans importance qui, pourtant, faisaient partie de notre histoire commune. Une sortie scolaire, une fête à la maison de quelqu'un, des moments qu'on croyait oubliés, mais qui revenaient à la surface. Pourtant, il y avait une dissonance dans leur récit. « Tu te souviens de cette soirée chez Jules ?» demanda Antoine en riant. « Ce moment où tu as failli foutre le feu à la maison avec cette foutue lampe à pétrole. » Je restais interdit, cherchant dans ma mémoire. Une lampe à pétrole? Moi, provoquer un incendie? Rien de tout cela ne me revenait. J'avais bien assisté à cette fête, mais cette histoire, je n'avais aucun souvenir de ce qu'il décrivait. Pourtant, les autres acquiesçaient, riaient en se souvenant du désastre que j'avais causé. Un malaise naquit en moi, mais je choisis de ne rien dire. Peut-être que ma mémoire me jouait des tours, mais plus la soirée avançait, plus les anecdotes prenaient une tournure étrange. À chaque souvenir, j'avais l'impression de me retrouver dans un monde parallèle. Ils parlaient d'événements dont je ne me souvenais pas du tout, et à chaque fois, j'en étais le protagoniste. Comme cette fois où, apparemment, j'avais été exclu pendant une semaine pour avoir vandalisé les casiers. Ou encore ce moment où j'aurais eu une altercation violente avec un professeur. Je fronçais les sourcils, essayant de me rappeler. Ce n'était pas seulement que ces événements étaient flous, c'est qu'ils ne s'étaient jamais produits. Du moins pas dans ma version des choses. Le pire, c'était la manière dont ils parlaient de moi. Comme si j'avais été une personne totalement différente, presque un étranger dans ma propre peau. « Lucas, tu étais un vrai perturbateur à l'époque », fit remarquer Marie, un sourire amusé aux lèvres. « Toujours à chercher les ennuis, à te mettre dans des situations impossibles. C'était vraiment toi, ça. » Je sentis une boule se former dans mon estomac. Ce n'était pas moi. Rien de tout cela n'était vrai. Mais pourquoi eux s'en souvenaient-ils si clairement ? Je me sentais soudainement isolé, comme un imposteur dans cette réunion où tous semblaient partager des souvenirs que je ne reconnaissais pas. La soirée continuait, et le malaise grandissait en moi. Je me sentais pris au piège dans une version déformée de ma propre vie. Les autres riaient, buvaient, comme s'ils ne remarquaient pas l'étrange dissonance qui régnait autour de cette table. J'avais envie de partir, mais quelque chose me retenait.
Peut-être était-ce la peur de découvrir ce que tout cela signifiait réellement. C'est alors qu'Antoine, un verre à la main, évoqua un souvenir qui fit basculer l'atmosphère dans une froideur glaçante. Et puis, il y a eu cette nuit. Tu te souviens, Lucas? Son ton était devenu plus grave et les visages autour de la table se fermèrent. Tout semblait d'un coup beaucoup plus sérieux, comme si quelque chose d'inavouable venait d'être mentionné. Mon cœur se mit à battre plus fort. « Quelle nuit ?» demandai-je, la voix tremblante sans le vouloir. Un silence pesant s'installa. Marie baissa les yeux et Antoine échangea un regard lourd de sens avec les autres. Mon malaise s'intensifiait. J'avais l'impression d'être accusé de quelque chose que je ne comprenais même pas. « Tu sais très bien de quoi je parle, » finit par dire Antoine, presque en murmurant. « La nuit où tu l'as fait, où tu as causé tout ça. » Je restais figé, incapable de répondre. De quoi parlait-il? Mes souvenirs étaient flous, mais je n'avais absolument aucune idée de ce à quoi il faisait allusion. Pourtant, à en juger par les regards autour de la table, tout semblait se souvenir de cette fameuse nuit. « Ce n'est pas possible, soufflai-je, cherchant désespérément à comprendre. Je n'ai rien fait. Je ne me souviens de rien de tout ça. »« Arrête de jouer l'innocent, Lucas, » répliqua Marie avec une froideur que je ne lui connaissais pas. « C'était de ta faute. Tout le monde sait ce que tu as fait cette nuit-là. » Mon cœur battait à tout rompre. Une sueur froide coula le long de ma nuque. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais une terreur sourde s'emparait de moi. Comme si, à mesure que ces souvenirs flous étaient évoqués, une vérité terrible et enfouie menaçait de refaire surface. Je commençais à trembler. Quelque chose ne tournait vraiment pas rond. Leurs visages, ils avaient changé. Ils étaient encore les mêmes, mais leurs expressions, leurs regards, étaient maintenant emplis d'une hostilité voilée. Un froid glacial régnait autour de la table, et je sentais que je ne pouvais plus ignorer la situation. Il fallait que je parte. Je me levai brusquement, cherchant une excuse maladroite. « Écoutez, je crois que je vais y aller. » Il se fait tard. Aucun d'eux ne répondit. Ils me regardaient simplement, comme s'ils attendaient que je fasse quelque chose. Je tournai les talons et me dirigeai vers la sortie, mais lorsque j'essayai d'ouvrir la porte, elle refusa de bouger. Je tirai avec plus de force, pensant qu'elle était peut-être coincée, mais rien n'y fit. « Qu'est-ce que ?» Je me retournai pour demander de l'aide, mais ils étaient toujours assis là, immobiles, leurs yeux fixés sur moi. Une lueur étrange, presque inhumaine, brillait dans leurs pupilles. J'avais l'impression d'être observé non pas par mes anciens camarades, mais par quelque chose d'autre, caché sous leur peau. Mon souffle se fit plus court. La panique commençait à m'envahir. Je me précipitai vers une fenêtre pour essayer de l'ouvrir, mais elle aussi était scellée. Chaque issue semblait bloquée, comme si ce restaurant était devenu une prison. « Vous n'allez nulle part, Lucas, » dit Antoine d'une voix sourde. Pas avant qu'on en ait terminé. Mon cœur s'arrêta. Je me retournai lentement, et c'est là que je les vis vraiment. Leur visage avait changé. Leurs traits étaient devenus flous, presque déformés, comme des ombres qui tentaient d'imiter des êtres humains. Leur sourire n'était plus naturel, mais grotesque, étiré d'une manière impossible. « Vous, qu'est-ce que vous êtes ?» balbutiai-je, pris de terreur. « On se souvient de toi, Lucas, » répondit Marie, son visage se tordant dans une expression malsaine. « Même si toi, tu as tout oublié. » Je reculai d'un pas, sentant mes jambes trembler. Ce n'étaient pas mes anciens amis. Ils avaient peut-être leur visage, leur voix, mais quelque chose de profondément mauvais se cachait derrière ces apparences. « Ce soir, tu dois payer, » dit-elle, son sourire se transformant en une grimace horrible. « Pour ce que tu as fait. » Je tentais de répliquer, de leur dire que je ne savais pas de quoi ils parlaient, mais ma voix se brisait. Je n'avais plus de mots. Une terreur viscérale s'empara de moi, comme si tout mon être savait que je n'allais pas sortir d'ici indemne. Je reculai jusqu'à sentir le mur froid derrière moi, mon souffle court et saccadé. Leurs silhouettes se levèrent lentement, glissant presque vers moi, leurs mouvements étrangement fluides, comme s'ils n'étaient plus soumis aux lois naturelles du corps humain. Ils m'encerclaient, et je sentais une pression invisible s'intensifier autour de moi, comme si l'air devenait plus dense, étouffant. Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait. Je vous jure, je ne sais pas de quoi vous parlez.
dis-je d'une voix brisée, presque implorante. Antoine se pencha vers moi, ses yeux deux puits noirs sans fond, dépourvus d'émotion. « C'est ça le problème, Lucas, murmura-t-il. Tu as oublié. Mais nous, on n'oublie jamais. Pas cette nuit-là. Pas ce que tu as fait. » Mon esprit se débattait, cherchant désespérément une explication, une échappatoire. Que m'accusait-il d'avoir fait? Rien de tout cela ne me semblait réel, mais en même temps, une part de moi, enfouie sous des couches de déni, commençait à douter. Et si c'était vrai? Et si j'avais fait quelque chose d'horrible, quelque chose que mon esprit avait bloqué, refoulé, pour me protéger? Marie s'approcha à son tour, son visage maintenant méconnaissable, ses traits ondulants, comme si une force malveillante les distordait de l'intérieur. « Tu as pris quelque chose cette nuit-là, Lucas. Quelque chose qu'on ne pouvait pas te pardonner. Maintenant, il est temps de rendre des comptes. » Mon cœur tambourinait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds, comme si la réalité elle-même commençait à se dissoudre. Des flashs de souvenirs surgissaient de nulle part, flous, confus. Des visages, des cris, du sang, mais tout était si brumeux, impossible à saisir. « Non, non !» hurlai-je en me tenant la tête entre les mains, comme pour repousser ces images. « Ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. » Mais eux avançaient toujours, leurs ombres s'allongeant sur les murs du restaurant, me recouvrant d'une noirceur oppressante. Ils se rapprochaient, leur voix se fondant dans un murmure insidieux, répétant inlassablement les mêmes mots. « Tu dois payer. Tu dois payer. » Et puis, soudain, tout bascula. Leurs formes se dissipèrent, comme des fumées emportées par le vent. Le silence s'abattit sur la pièce. J'étais seul, haletant, au milieu de ce restaurant vide, plongé dans une obscurité oppressante. Je me retournai, cherchant une explication, mais tout était désert. Pas une trace de mes anciens camarades. Le restaurant lui-même semblait différent, plus vieux, plus délabré, comme s'il n'avait pas été fréquenté depuis des années. Je courus vers la porte, cette fois-ci, elle s'ouvrit sans résistance. Je me précipitai dehors, l'air glacial me frappant le visage. Le parking était désert, la rue silencieuse. Tout semblait irréel, comme si ce qui venait de se passer n'avait été qu'un cauchemar. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Quelque chose de sombre s'était réveillé cette nuit-là, et je ne pouvais plus l'ignorer. Les souvenirs reviendraient. Et quand ils le feraient, je craignais de découvrir que la vérité serait bien pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Cela faisait des années que je n'avais pas eu de nouvelles d'eux. Puis un jour, comme ça, un message. « Viens passer un week-end avec nous dans une cabane, ça te dirait ?» Ça fait trop longtemps. C'était surprenant, presque étrange, de recevoir cette invitation après tant de silence. Mais en même temps, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Revoir des amis que j'avais perdus de vue, renouer avec des souvenirs d'une époque plus simple. Alors, j'ai accepté. Le trajet jusqu'à la cabane a été long, à travers des routes sinueuses qui serpentaient entre des collines et des forêts denses. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans la nature, le signal de mon téléphone devenait de plus en plus faible, jusqu'à disparaître complètement. Je me souviens avoir eu un frisson en réalisant que j'étais vraiment coupé du monde extérieur. Mais je me suis rassuré, c'était juste un week-end avec des amis, rien de plus. En arrivant, j'ai été accueilli par des sourires chaleureux et des accolades amicales. Tout semblait normal, presque trop normal. La cabane, nichée au cœur de la forêt, était rustique mais confortable, le genre d'endroit qui respire la tranquillité. Ils m'ont tout de suite proposé un verre, et nous avons commencé à parler de tout et de rien, comme si le temps n'avait pas passé. Mais quelque chose dans l'air me semblait différent. Je ne saurais dire exactement quoi, mais il y avait cette atmosphère, un peu lourde, presque palpable. Les regards qu'ils échangeaient quand ils pensaient que je ne les voyais pas, les petites pauses maladroites dans la conversation. C'était subtil, mais suffisant pour que je m'en aperçoive. Je me suis dit que c'était juste la nervosité de se retrouver après tant d'années. Pourtant, une partie de moi ne pouvait s'empêcher de se demander si quelque chose clochait. Le premier soir, après un dîner assez animé, nous nous sommes tous installés autour du feu de cheminée. L'ambiance semblait détendue, mais je n'arrivais pas à chasser ce sentiment d'étrangeté.
J'écoutais les conversations, essayant de me plonger dans la nostalgie de nos souvenirs partagés, mais une étrange distance persistait entre eux et moi. À un moment donné, alors que je regardais les flammes danser, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Chaque fois que je prenais la parole, leur visage changeait subtilement. Un léger froncement de sourcils, un sourire qui disparaissait trop vite. Comme s'ils attendaient que je dise quelque chose d'important, mais je ne savais pas quoi. Puis, à plusieurs reprises, je les ai surpris en train de se regarder les uns les autres, comme s'ils communiquaient sans parler. Il y avait aussi ces murmures. Je les entendais à peine, des bribes de conversation étouffées quand je m'éloignais de la pièce ou quand j'allais chercher quelque chose dans la cuisine. Quand je revenais, tout s'arrêtait brusquement. Et ils me souriaient, comme si de rien n'était. J'ai commencé à douter de moi-même, me demandant si je ne devenais pas paranoïaque. Après tout, ce n'étaient que des amis qui se retrouvaient après des années. Mais l'idée qu'ils disaient quelque chose dans mon dos, quelque chose que je n'étais pas censé entendre, me hantait. À plusieurs reprises, j'ai tenté de les surprendre, me rapprochant discrètement. Mais à chaque fois, ils changeaient de sujet à la seconde où je m'approchais. Mes tentatives de me convaincre que tout cela n'était que le fruit de mon imagination devenaient de plus en plus difficiles à croire. Une tension silencieuse planait, et je ne pouvais plus l'ignorer. Les jours suivants, ce que je pensais être de simples coïncidences a commencé à se transformer en un véritable cauchemar. Le matin, après cette première nuit, je me suis réveillé dans ma chambre, encore en proie à une fatigue tenace. En me levant, j'ai remarqué que ma brosse à cheveux avait disparu. Je l'avais laissée sur la table de nuit la veille, mais elle n'était nulle part à la vue. Je me suis dit que l'une d'elles l'avait probablement empruntée. Quand je leur ai demandé, elles ont toutes secoué la tête, m'assurant qu'elles n'avaient rien vu. Cela aurait dû me rassurer, mais quelque chose dans leurs yeux me faisait douter. Chaque fois que je les interrogeais, je sentais une légère tension dans l'air, comme si ma question les mettait mal à l'aise. Puis, au fil des heures, d'autres petites choses ont commencé à disparaître. Mon parfum, un livre que j'avais apporté, et même mon chargeur de téléphone. Des objets que j'avais soigneusement rangés disparaissaient, comme s'ils s'évanouissaient dans l'air. L'après-midi, je suis sorti pour prendre l'air et essayer de me changer les idées. J'ai décidé de faire une petite promenade autour de la cabane en espérant que cela m'aiderait à clarifier mes pensées. En marchant, je suis tombé sur une vieille balançoire en bois, légèrement abîmée par le temps. En l'observant, un frisson m'a parcouru le dos. Quelque chose dans cet endroit semblait familier, comme si j'avais déjà été là, même si je n'avais jamais visité cette cabane auparavant. Lorsque je suis rentré, j'ai trouvé des photos éparpillées sur la table. Je les ai examinées de plus près et, à ma grande surprise, j'y ai vu des souvenirs que je ne reconnaissais pas. Des images de moi avec ce groupe, souriant, riant. Mais les visages des amis qui m'entouraient semblaient déformés, comme s'ils avaient été retouchés. Je ne comprenais pas comment ces photos avaient été prises, et surtout, je n'avais aucun souvenir de ces moments. C'était comme si une partie de ma vie avait été volée, effacée. Chaque détail, chaque élément qui disparaissait, semblait n'être qu'une pièce d'un puzzle sombre et dérangeant. Le sentiment que quelque chose de sinistre se tramait derrière les sourires de mes amis grandissait de jour en jour. J'avais l'impression d'être piégé dans un jeu dont je ne connaissais pas les règles, et le malaise ne faisait que s'intensifier. La nuit suivante, alors que nous étions tous assis autour du feu, une atmosphère de malaise s'était installée. Les éclats de rire qui avaient régné au début du week-end avaient cédé la place à un silence pesant. Chaque bruit semblait amplifié, chaque craquement du bois de la cabane résonnait comme une menace. Je ne pouvais plus ignorer cette sensation croissante que mes amis étaient en train de me manipuler. Après un moment, l'un d'eux, Lucas, a commencé à raconter une histoire. Une histoire sur un groupe d'amis qui avait disparu dans les bois, emporté par une force mystérieuse. En l'écoutant, j'ai eu l'impression qu'il parlait de nous. À chaque mot, une peur sourde s'est insinuée en moi. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant, presque hypnotique. Mes autres amis semblaient captivés par son récit, leur visage étrangement immobile.
À ce moment-là, j'ai décidé de poser la question qui me brûlait les lèvres depuis le début. Pourquoi est-ce que vous chuchotez quand vous pensez que je ne vous entends pas? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Ils ont échangé des regards furtifs, une tension palpable dans l'air. Je pouvais voir des sourires se dessiner sur leurs lèvres, mais c'étaient des sourires froids, dépourvus de chaleur. C'est alors que l'atmosphère a changé. Ils ont commencé à murmurer à voix basse, leur rire futile remplissant l'espace, mais je ne pouvais plus me sentir à l'aise. J'ai décidé de sortir pour prendre l'air, espérant que cela m'aiderait à clarifier mes pensées. En m'éloignant de la cabane, je me suis senti soulagé, mais la solitude était pesante. C'est alors que j'ai entendu des voix, à peine audibles. Je me suis figé. Elles venaient de l'arrière de la cabane, où l'obscurité semblait plus profonde. M'approchant lentement, je pouvais distinguer des mots que je ne pouvais pas comprendre, mais le ton était sinistre. J'ai pris une grande inspiration et j'ai décidé d'écouter. Ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Ils parlaient de moi, non pas comme d'une amie, mais comme d'une proie. Je me suis éloigné lentement, le cœur battant la chamade. L'idée que mes anciens amis me considéraient comme un obstacle à leur sinistre plan me terrorisait. Je réalisais que j'avais été attiré là avec une intention que je n'arrivais pas à cerner, mais qui était terriblement réelle. Chaque pas que je faisais vers la cabane me semblait une décision dangereuse. Je savais que je devais sortir de là avant qu'il ne soit trop tard, mais une force invisible semblait me retenir, me poussant à retourner vers ces ombres familières qui n'étaient plus que des silhouettes menaçantes dans la nuit. J'ai finalement décidé que je ne pouvais plus rester là, piégé entre ces faux souvenirs et ces visages familiers devenus étranges. Mes instincts me criaient de fuir, de quitter cette cabane maudite avant qu'il ne soit trop tard. Alors que je revenais à l'intérieur, je cherchais une excuse pour quitter la soirée, pour échapper à cette situation oppressante. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, ils se sont tous regroupés autour de moi, leur sourire devenant plus insistant, presque dérangeant. C'était comme si une sorte de cérémonie se préparait. Ils avaient tous cet éclat dans les yeux, un mélange d'excitation et de quelque chose d'autre, de plus sombre. Je pouvais sentir la panique monter en moi, alors que je réalisais que je n'étais pas là par accident. « Pourquoi avez-vous vraiment voulu que je vienne ici ?» J'ai demandé, ma voix tremblante trahissant ma peur. L'atmosphère s'est immédiatement alourdie. Ils ont échangé des regards significatifs, puis lentement, Lucas s'est avancé. « Nous t'avons invité ici pour que tu te souviennes, » a-t-il murmuré. Ces mots résonnaient comme un écho, une menace déguisée. Il est temps de connaître la vérité. Je pouvais sentir mon cœur s'emballer. Mes souvenirs se bousculaient dans ma tête, mais rien de concret ne se formait. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» J'étais désespéré, cherchant à comprendre. Il a sorti un vieux journal de son sac. « Voici ce que tu as oublié. Ce que nous avons laissé derrière nous. » En feuilletant les pages, il a montré des photos de nous, mais pas celles d'amis. Des images de moments que j'avais refoulés, des événements tragiques dont je ne me souvenais pas. Des cris, de la douleur. Mon esprit se bourdonnait, réalisant lentement que j'étais lié à un passé que je n'avais jamais voulu revivre. La panique a pris le dessus. J'ai tenté de me frayer un chemin vers la sortie, mais ils se sont interposés, bloquant mon chemin. « Nous t'avons fait revenir ici pour une raison, et tu ne peux pas t'en aller sans comprendre. » Leur voix se mêlait dans un murmure sinistre, et chaque syllabe semblant insister sur le fait que je n'étais plus la bienvenue parmi eux. C'est alors que j'ai su. Ils ne voulaient pas que je parte. Ils avaient des intentions bien plus sinistres, et cette réunion n'était rien de moins qu'un piège. Dans un dernier élan de survie, j'ai poussé Lucas de côté et me suis précipité vers la porte. Mais le monde extérieur semblait s'éloigner. Alors que j'ouvrais la porte, un vent glacial m'a frappé, et je me suis retourné pour voir leur visage, des ombres distordues, m'observant, attendant que je réalise la vérité. Je ne pouvais plus faire demi-tour. Je n'avais pas seulement perdu des amis, j'étais entouré de personnes qui se nourrissaient de mes peurs et de mes souvenirs. Mon cœur battait à tout rompre, et je savais qu'il me restait peu de temps avant qu'il ne m'attrape. En courant dans la nuit noire, je n'avais qu'une seule pensée, échapper à cette cabane, à cette vérité
que je ne voulais pas affronter. Je me souviens encore du moment où tout a commencé à changer. Clara et moi étions ensemble depuis 3 ans, et jusqu'à récemment, tout semblait aller bien. Nous vivions ensemble dans un petit appartement, riant souvent des petites choses de la vie quotidienne, faisant des projets pour l'avenir. C'était une relation stable, confortable, et je n'avais aucune raison de douter de notre bonheur. Puis elle a rencontré Emma. C'était au détour d'une soirée entre collègues. Clara était rentrée cette nuit-là, le visage illuminé, comme si elle avait découvert un nouveau trésor. Elle n'arrêtait pas de parler d'Emma. « Elle est géniale, tu verras. »« On s'est tout de suite bien entendu, » me disait-elle, les yeux pétillants. Je l'avais écoutée, un peu distrait, pensant que ce n'était qu'une nouvelle amie, une connaissance de plus, avec qui Clara partagerait quelques verres de vin après le travail. Mais au fil des semaines, le nom d'Emma revenait de plus en plus souvent dans nos conversations. Elle semblait être partout. Si Clara ne m'envoyait pas de messages en journée, c'était parce qu'elle était avec Emma. Si elle rentrait tard, c'était encore à cause d'Emma. J'avais d'abord ignoré ce sentiment naissant d'inconfort, me disant que c'était probablement moi qui étais un peu jaloux, sans réelle raison. Après tout, nous avions toujours eu confiance l'un en l'autre. Mais quelque chose n'allait pas. Chaque fois que Clara parlait d'Emma, c'était comme si son visage changeait légèrement. Une certaine distance s'installait entre nous. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais j'avais l'impression que Clara ne me regardait plus de la même manière. Quand nous étions ensemble, elle était physiquement présente, mais son esprit semblait ailleurs, comme si elle pensait constamment à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Et puis, il y avait ces petits détails. Clara n'était plus aussi affectueuse qu'avant. Elle s'absentait souvent de la pièce sans prévenir, revenant avec un regard étrange, comme perdue dans ses pensées. Quand je lui demandais ce qui se passait, elle haussait les épaules, souriait brièvement et disait que tout allait bien. Mais je sentais que quelque chose se fissurait lentement entre nous. Au fur et à mesure que les semaines passaient, Clara commençait à vraiment changer. Ce n'était plus simplement de petites absences ou des moments d'égarement. C'était comme si elle s'éloignait de moi, imperceptiblement d'abord, puis de façon plus marquée. Elle devenait froide, distante, et il y avait une sorte de vide dans ses yeux, un vide qui me glaçait le sang. Un soir, alors que je rentrais du travail, je l'ai trouvée assise sur le canapé, fixant l'écran de son téléphone. Ce n'était pas inhabituel, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'elle ne m'avait pas entendu entrer. Je me suis avancé vers elle, et quand je lui ai posé une main sur l'épaule, elle a sursauté violemment, comme si je l'avais prise au dépourvu. Son visage s'était tourné vers moi, mais elle semblait presque agacée. « Ça va ?» lui ai-je demandé doucement, tentant de ne pas montrer ma propre nervosité. Elle m'a regardé pendant un long moment, trop long. Ses yeux étaient ternes, comme voilés par quelque chose d'indéfinissable, une ombre que je ne comprenais pas. Puis elle s'est contentée de hocher la tête, presque mécaniquement. « Oui, je suis juste fatiguée. » Fatiguée. C'était devenu sa réponse à tout. À chaque fois que je lui demandais pourquoi elle ne voulait plus sortir avec moi, pourquoi nos conversations devenaient de plus en plus superficielles, pourquoi elle semblait ailleurs, c'était toujours la même chose. Je suis fatigué. Mais je savais que ce n'était pas seulement ça. C'était comme si elle s'éloignait de moi volontairement, petit à petit. Et c'était encore pire quand elle revenait d'une soirée avec Emma. Elle partait souvent le matin pour la rejoindre et rentrait le soir tard, sans jamais m'expliquer ce qu'elles avaient fait. Quand elle revenait, c'était comme si je ne la reconnaissais plus. Ses gestes étaient lents, ses mots distants, comme si elle se forçait à répondre à mes questions. J'essayais de lui parler, de retrouver la complicité que nous avions eue autrefois, mais elle se refermait, me regardant parfois avec un regard vide, presque effrayant. Un soir, alors que je tentais encore de comprendre ce qui n'allait pas, elle s'est levée brutalement au milieu de notre conversation. M'a regardé d'un air glacé et a murmuré quelque chose d'incompréhensible. C'était comme si elle parlait à quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne pouvais ni voir ni entendre. Puis, sans rien dire de plus, elle est partie se coucher, me laissant seule dans cette pièce, avec un sentiment de malaise qui me rongeait.
Je ne reconnaissais plus la femme que j'aimais. Les semaines passaient, et la situation devenait insoutenable. Clara était là, mais c'était comme si elle n'était plus réellement présente. Chaque jour, elle devenait un peu plus distante, comme si elle s'effaçait lentement de notre vie commune. Mais le plus troublant, c'était qu'Emma, cette amie dont elle parlait sans cesse, restait toujours une énigme. J'avais fini par me rendre compte que je ne l'avais jamais rencontrée. À chaque fois que je proposais de la rejoindre pour rencontrer Emma, quelque chose se produisait. Soit Clara changeait subitement d'avis, soit Emma annulait à la dernière minute. C'était étrange, mais Clara n'y voyait aucun problème. Elle est juste très occupée, me disait-elle, mais ça ne collait pas. Comment quelqu'un d'aussi présent dans sa vie pouvait rester si insaisissable? Un soir, décidé à en avoir le cœur net, j'ai demandé à Clara de m'en dire plus sur Emma. Je voulais des détails, savoir d'où elle venait, comment elle s'était vraiment rencontrée. Clara m'a regardé comme si ma question était absurde, presque blessante. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Sa voix était froide, sur la défensive. Elle n'avait jamais réagi de cette façon avant. « Je ne sais pas, j'ai juste l'impression que je ne sais rien d'elle. Vous passez tellement de temps ensemble et pourtant, c'est comme si elle n'existait pas pour moi. » Clara a éclaté de rire, un rire nerveux, presque forcé. « Mais elle existe. Évidemment qu'elle existe. Pourquoi tu dis ça ?» Elle a soudainement changé de sujet, évitant toute autre question, et je me suis retrouvé face à un mur. La tension entre nous devenait palpable, comme si chaque mot que je disais la poussait un peu plus loin de moi. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de fouiller un peu. Alors qu'elle dormait, j'ai pris discrètement son téléphone, cherchant des messages ou des photos qui prouveraient l'existence d'Emma. Mais il n'y avait rien. Aucune photo, aucun message, aucune trace de cette soi-disant amie. C'était comme si Emma n'existait que dans les conversations que Clara avait avec moi, comme une ombre sans substance. Je me souviens avoir ressenti un frisson glacé me parcourir l'échine. Comment était-ce possible? Clara passait des heures avec elle, mais il n'y avait aucune preuve. Plus j'y réfléchissais, plus cela me hantait. Qui ou quoi était vraiment Emma? Ce n'était pas seulement l'absence d'informations qui me troublait, mais le changement visible en Clara après chaque rencontre. À chaque fois qu'elle revenait de ses soi-disant sorties avec Emma, elle était plus froide, plus distante, presque vide. Ses yeux, autrefois pleins de vie, semblaient désormais ternes, comme s'il ne restait plus qu'un écho de la personne qu'elle avait été. C'était devenu insupportable. Chaque nouvelle journée avec Clara était une descente progressive dans une étrangeté que je ne pouvais plus ignorer. Alors un soir, poussé par cette angoisse grandissante, j'ai décidé d'aller plus loin. Je n'en avais pas parlé à Clara, mais j'avais besoin de savoir, de comprendre ce qui se passait réellement. J'avais remarqué qu'elle sortait souvent le week-end pour retrouver Emma. Ce soir-là, je l'ai suivie. Elle n'avait pas vu que je l'observais de loin. Je restais discret, marchant dans les rues sombres, à quelques mètres derrière elle. Il n'y avait personne, seulement les échos de mes propres pas, et une sorte de tension électrique dans l'air, comme si quelque chose d'invisible me suivait aussi. Clara marchait d'un pas mécanique, sans jamais se retourner, comme guidée par une force qui ne lui appartenait pas. Elle est entrée dans un vieux bâtiment que je n'avais jamais vu auparavant. Une structure délabrée, presque abandonnée, à l'écart du centre-ville. Mes mains tremblaient tandis que je me cachais dans l'ombre, regardant Clara disparaître à l'intérieur. Après quelques minutes, je me suis aventuré à la suivre, mon cœur battant la chamade. L'intérieur du bâtiment était froid, humide, et le silence y était oppressant. Chaque pas que je faisais semblait résonner comme un coup de marteau dans ma tête. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais j'avais l'intuition que je n'allais pas aimer ce que j'allais découvrir. Au bout d'un long couloir, j'ai entendu des murmures. La voix de Clara et une autre. J'ai approché doucement, mes jambes prêtes à me lâcher. Là, à travers une porte entr'ouverte, je l'ai vue. Clara était debout au milieu de la pièce, seule. Mais elle parlait, pas à quelqu'un de visible, mais à quelque chose. Sa voix était faible, comme un murmure éraillé, et je n'arrivais pas à comprendre les mots exacts. Je me suis avancé un peu plus, et c'est là que j'ai vu son visage. Ses yeux étaient grands ouverts, vides,
et sa bouche bougeait, formant des mots incompréhensibles. Mais ce n'était pas ça le plus troublant. À côté d'elle, dans l'ombre de la pièce, il y avait une silhouette. Une forme floue, indistincte, mais présente. J'avais du mal à la distinguer, comme si elle était faite d'ombre, ou pire, d'une matière que mes yeux refusaient de reconnaître. Mon cœur s'est arrêté. C'était elle, Emma, ou ce qu'elle prétendait être. Ce n'était pas humain. Je le sentais au plus profond de mes tripes. Une entité, une chose ancienne et maléfique, qui n'avait rien à faire dans notre monde. Clara ne parlait pas à une amie. Elle était sous l'emprise de quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui la dévorait de l'intérieur. Je me suis reculé, sentant la panique m'envahir. Je devais sortir de là. Mais alors que je faisais un pas en arrière, Clara s'est soudainement retournée, ses yeux plantés dans les miens. Ce n'était plus elle. Il n'y avait plus rien de la Clara que je connaissais dans ce regard. Juste un vide glacé, insondable. Et elle a souri. Je suis sorti en courant du bâtiment, le souffle court, le cœur battant à un rythme incontrôlable. Chaque fibre de mon être me criait de fuir, de ne jamais regarder en arrière. Mais même après être arrivé à la maison, mon esprit refusait de se calmer. Cette silhouette, cette chose, ce n'était pas une hallucination. Clara était piégée, enchaînée à quelque chose de bien plus effrayant que je n'aurais jamais pu imaginer. Les jours qui ont suivi ont été un véritable cauchemar. Clara ne semblait même plus faire semblant d'être elle-même. Elle continuait de sortir pour voir Emma, mais je savais maintenant ce qu'il se passait réellement. Chaque fois qu'elle revenait, je sentais cette même présence oppressante, cette ombre silencieuse qui planait autour d'elle, comme si elle n'était plus qu'un réceptacle pour cette entité. Un soir, alors que je tentais désespérément de lui parler, de la ramener à la réalité, elle s'est simplement assise en face de moi, ses yeux vides me fixant. « Pourquoi tu t'inquiètes » a-t-elle murmuré d'une voix qui n'était pas la sienne. Emma veille sur moi. Je sentais la folie s'emparer de moi. Rien de ce que je disais ne l'atteignait. Elle n'était plus Clara. Elle était autre chose. Chaque mot que je prononçais semblait disparaître dans un vide infini, comme si la personne que j'aimais avait déjà été dévorée. Puis, une nuit, j'ai fait un cauchemar. Ou du moins, je croyais que c'était un cauchemar. J'étais allongé dans notre lit, paralysé, incapable de bouger. Et là, à l'ombre de la pièce, je l'ai vue. Cette silhouette, cette entité qui prétendait être Emma. Elle se tenait au bord du lit, immobile, ses yeux invisibles fixés sur moi. Je sentais une force m'écraser, m'enfonçant dans le matelas, me coupant le souffle. Et dans ce silence étouffant, j'ai entendu un murmure, faible mais terrifiant. « Bientôt, tu seras seul. » Je me suis réveillé en sursaut, trempé de sueur, mais quelque chose avait changé. Clara n'était plus là. Ses affaires avaient disparu. Elle avait quitté l'appartement sans laisser de traces. J'ai essayé de la contacter, de comprendre où elle était partie, mais tout avait été coupé. Aucun message, aucun appel. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Et pourtant, je savais qu'elle était toujours là, quelque part, avec elle. Les semaines suivantes, je me suis retrouvé de plus en plus isolé. Mes amis ne répondaient plus à mes messages. Mon travail commençait à souffrir. C'était comme si tout autour de moi s'effondrait. Un à un, mes liens avec le monde extérieur se brisaient. Je comprenais enfin. Emma, cette entité, ne se contentait pas de Clara. Elle se nourrissait de la connexion, des liens émotionnels. Elle isolait ses victimes, détruisait tout ce qui les rattachait aux autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Jusqu'à ce que nous soyons complètement seuls, perdus dans ce vide qu'elle créait. Et maintenant, je sens sa présence avec moi, même dans cette pièce. Elle est là, silencieuse, invisible, attendant son moment pour frapper. Je ne sais pas combien de temps il me reste avant que je sois complètement seul. Mais je sais une chose, personne ne pourra m'aider. Parce que maintenant, c'est à mon tour. On était déjà bien entamé ce soir-là. L'alcool coulait à flots et les rires résonnaient dans l'appartement exigu de Lucas. Il y avait cette chaleur familière, cette espèce de confort qu'on ressent seulement entre amis de longue date, où tout semble facile, sans jugement. On discutait de tout et de rien, nos conversations dérivant sans but, mais l'ambiance changea brusquement quand quelqu'un, je ne me souviens plus qui exactement, proposa de jouer à une version plus hardcore de Vérité ou Défi.
Au début, ça semblait être une bonne idée. Après tout, c'était un jeu qu'on avait tous fait des dizaines de fois. Mais cette version, c'était différent. Les règles étaient simples. Si tu choisis vérité, tu dois révéler un secret sombre, quelque chose que tu n'as jamais partagé avec personne dans la pièce. Pas de mensonge, pas de demi-vérité. Juste la réalité, crue et embarrassante. Le but était de rendre le jeu aussi inconfortable que possible, et à ce stade de la soirée, tout le monde semblait d'accord. Je me sentais confiant, j'avais des secrets comme tout le monde, mais rien qui puisse vraiment me mettre mal à l'aise. Puis, la première question tomba. Lucas demanda à Sarah un truc sur son ex. Un classique. Elle sourit, tenta de se dérober, mais finit par raconter une histoire gênante qui nous fit tous éclater de rire. Le ton était donné. C'était léger, presque amusant. Mais très vite, quelque chose changea. Le jeu devint plus sérieux, plus personnel. Les secrets révélés commençaient à être plus sombres, plus intimes. C'était comme si chaque confession en entraînait une plus lourde. Un peu comme un escalier qui mène de plus en plus bas. Et puis, quand ce fut mon tour, je réalisais que le jeu allait prendre un tournant que je n'avais pas anticipé. Quand ce fut à moi de jouer, je choisis vérité. Pensant que rien de ce que je dirais ne pourrait être pire que ce qui avait déjà été révélé. Mais Lucas, avec ce sourire en coin, posa une question qui me glaça immédiatement le sang. « Camilla, tu te souviens de ce qui s'est passé cette nuit, où tu es venue me voir en pleurs ?» Je le regardais confuse. « De quoi tu parles ?» Mon esprit chercha désespérément un souvenir, quelque chose qui pourrait correspondre à ce qu'il venait de dire, mais rien ne me revenait. Pourtant, il semblait sûr de lui, comme s'il attendait que je confirme. « Allez, tu te souviens. Cette nuit-là, tu m'as dit que tu avais fait quelque chose de terrible, que tu ne pouvais pas en parler à personne. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Tous les regards étaient braqués sur moi, attendant une réaction, une confirmation. Mais j'étais complètement perdu. Je ne me souvenais pas de cette nuit. Je ne me souvenais même pas avoir eu une telle conversation avec Lucas. Mon cœur battait plus fort et une étrange sensation de malaise me submergea. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Je tentais de rire, espérant que ce soit juste une mauvaise blague. Mais Lucas insista, son regard devenant plus sérieux. Tu m'as dit que tu avais peur, que tu avais vu quelque chose que tu ne devais pas voir. Tu pleurais, Camilla. Comment tu peux avoir oublié ça? Je regardais les autres, cherchant des signes que quelqu'un partageait mon incrédulité, mais ils semblaient tous complices, comme si tout le monde savait quelque chose que j'ignorais. Un sentiment de panique commença à s'insinuer en moi. Pourquoi ne me souvenais-je de rien? Et pourquoi avait-il l'air de tous attendre que je m'en rappelle? Je me sentais piégé, comme si le sol sous mes pieds s'effondrait doucement. Le jeu continuait, mais je n'étais plus vraiment là. Mon esprit tournait en boucle autour de ce que Lucas avait dit. Comment pouvais-je avoir oublié une nuit aussi importante? Et pourquoi personne d'autre ne semblait surpris? Le malaise grandissait en moi, chaque confession suivante me ramenant à cette sensation oppressante que quelque chose clochait, que tout cela allait bien au-delà d'un simple jeu. Autour de Léa, la question suivante me fit basculer dans un gouffre encore plus profond. Camilla, tu te souviens du jour où on t'a trouvé dans le parc, en plein milieu de la nuit? J'avalais ma salive, mes mains devenant moites. Encore une fois, je ne voyais absolument pas de quoi elle parlait. Quoi? Non, c'est quoi cette histoire? Balbutiai-je, essayant de reprendre le contrôle, mais une froideur étrange m'envahissait. Léa hocha la tête, ses yeux s'assombrissant, comme si elle compatissait à ma confusion. On t'a trouvé là, seul, assis sur un banc. Tu avais l'air complètement perdu. On t'a ramené chez toi, mais tu ne nous as jamais dit ce que tu faisais là. Ma gorge se serra. C'était comme si on me décrivait la vie d'une autre personne, des événements auxquels je n'avais jamais pris part. Je secouais la tête, de plus en plus désespéré. Non, non, je n'ai aucun souvenir de ça. Vous devez vous tromper, c'était pas moi. Mais au fond de moi, quelque chose se fissurait. Et si c'était vrai? Et si j'avais vécu toutes ces choses sans jamais en avoir conscience? Les regards des autres amis, eux, restaient étrangement neutres, presque détachés. Comme s'ils étaient dans une sorte de complicité silencieuse, chacun d'eux semblant savoir des choses sur moi que j'ignorais moi-même.
Chaque secret révélé n'était pas qu'une simple anecdote. C'était une pièce d'un puzzle terrifiant, et toutes les pièces pointaient dans ma direction. La panique montait en moi. Mes pensées devenaient floues. Pourquoi tous ces événements tournaient-ils autour de moi? Mes amis continuaient à dévoiler ces histoires, comme si elles faisaient partie d'une réalité que j'étais la seule à ne pas voir. À ce moment-là, j'étais au bord de l'effondrement. Le jeu avait pris une tournure si étrange que j'avais l'impression de perdre le contact avec la réalité. L'air devenait lourd. Chaque confession résonnait comme un coup de marteau dans ma tête. Je pouvais sentir les larmes menaçantes jaillir, mais je refusais de céder à la panique. Puis c'était au tour de Marc, un de mes amis les plus proches. Avec un sourire mystérieux, il lança. « Camilla, tu te rappelles de la nuit où on est allé à cette vieille maison abandonnée près du lac ?» À ces mots, une bouffée de terreur s'éleva en moi. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose en moi se mit à vibrer. J'avais entendu parler de cette maison, des histoires de disparition et de rituels étranges. Mais moi, j'y étais allé. J'avais participé à cela. Marc continua, son ton s'assombrissant. On y est allé pour voir ce que c'était, tu te souviens? Tu as commencé à parler d'une voix qui n'était pas la tienne, et... Je me levai brusquement, interrompant son récit. Non, arrêtez. C'est quoi cette blague? Je n'y suis jamais allé. Vous devez vous tromper. Mes mots résonnaient comme une prière désespérée, mais je sentais les doutes se frayer un chemin dans mon esprit. Les autres me regardaient, leurs yeux emplis d'une étrange mélancolie. Léa murmura. « Camilla, tu avais dit que tu cherchais quelque chose. Tu voulais savoir la vérité. C'est pour ça qu'on t'a emmené. Mais on a eu peur de ce qui s'est passé là-bas. » Le souvenir d'un écho distant commença à m'assaillir. Un éclat de voix, des murmures qui s'élevaient dans l'obscurité, une peur palpable. Mes mains tremblaient. Mais pourquoi personne ne m'en a jamais parlé avant? Pourquoi m'avoir laissé dans l'ignorance? Marc, visiblement mal à l'aise, se tourna vers moi. On avait nos raisons, Camilla. On pensait que ça te protégerait. Mais maintenant, il est trop tard pour cacher la vérité. C'est à cause de toi qu'on a commencé ce jeu. Tu dois savoir ce qui se cache derrière tout ça. Mon cœur s'emballa. Je réalisais que ces souvenirs enfouis, ces événements étranges dont il parlait, n'étaient pas que des blagues. Cela faisait partie d'un plan, d'un ancien rituel qui m'entourait depuis le début. Une sensation de trahison m'envahit. Ils avaient toujours été là, à surveiller, à manipuler, à m'enfermer dans une réalité que je ne comprenais pas. À ce moment-là, j'ai compris que le jeu n'était pas juste un divertissement. C'était une clé, une invitation à déterrer quelque chose de profondément enfoui, quelque chose que mes amis avaient toujours su, mais que moi, je ne pouvais même pas concevoir. La tension dans la pièce atteignait son paroxysme. Chaque regard échangé entre mes amis n'était plus un simple regard amical, mais une confrontation, une interrogation sur ma capacité à saisir la gravité de la situation. Leur visage était empreint d'une inquiétude palpable, comme si le moment de vérité était enfin arrivé. « Camilla » commença Léa, d'une voix douce, presque désespérée. « Tu es la clé de tout ça. Ce que tu as vécu, ce que tu as oublié, c'est bien plus qu'un simple jeu. C'est une ancienne légende, une histoire qui tourne autour de toi. » Ces mots flottaient dans l'air, comme une promesse d'une révélation terrifiante. Je sentais une sueur froide couler le long de ma colonne vertébrale. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je tentais de garder ma voix ferme, mais l'angoisse m'en serrait la gorge. Les murmures de mon entourage se transformaient en un crescendo assourdissant, chaque parole renforçant la sensation d'un piège qui se refermait sur moi. Marc se leva, son visage empreint de détermination. « Il y a des choses que tu dois te rappeler, Camilla. Des rituels que nos ancêtres pratiquaient. Des pactes faits avec des forces anciennes. Tu fais partie de cela. Tu as toujours été destiné à être au centre de cette histoire. » Je secouai la tête, refusant de croire à ces élucubrations. Mais quelque chose au fond de moi commençait à résonner. Des éclats de souvenirs, des visions fugaces d'ombre dans le noir, des voix chuchotant mon nom. Ce n'était pas juste un jeu. C'était une réalité que j'avais enfouie, un poids que je portais sans même m'en rendre compte. « Pourquoi vous m'avez menti? Pourquoi m'avoir laissé vivre dans l'ignorance ?» criai-je, désespéré.
Mon cœur battait à tout rompre et les larmes commençaient à couler. Ils avaient tous l'air si familiers, mais en même temps, si étrangers. Parce que nous avons peur de ce qui pourrait arriver, murmura Léa, de ce que tu pourrais devenir si tu te rappelais tout. Nous avons toujours été là pour te protéger, mais nous réalisons maintenant que ce n'est peut-être pas suffisant. Un frisson d'horreur m'envahit. Je comprenais enfin que mes amis, ceux en qui j'avais toujours eu confiance, avaient en fait été mes surveillants. Chaque souvenir qu'ils m'avaient aidé à oublier n'était pas seulement un secret, mais une partie d'un héritage obscur. Alors que je réalisais l'ampleur de la manipulation, quelque chose en moi se brisa. Je sentis une vague de colère monter, mêlée à une profonde tristesse. Ils n'étaient pas mes alliés. Ils m'avaient enfermé dans une cage dorée, protégé par le mensonge. Et maintenant, la vérité était sur le point d'éclater. Je savais que je devais me libérer de leur emprise. Mais comment? Leurs visages autrefois amicaux étaient devenus des masques de crainte. Ils attendaient, scrutant chaque changement dans mon expression. À ce moment-là, je compris que je n'étais pas seulement en train de jouer à un jeu. J'étais sur le point de découvrir qui j'étais réellement. Mais cela impliquerait de briser des chaînes que je n'avais jamais voulu porter. Nous étions 5 amis, excités à l'idée de passer un week-end loin de tout, isolés dans la nature. On avait souvent parlé de cette randonnée sur la montagne noire, réputée pour sa beauté sauvage et ses sentiers peu fréquentés. C'était l'endroit parfait pour échapper au brouhaha de la ville. Marc, le plus aventureux de nous, avait organisé tout le voyage. Il avait fait des recherches, tracé l'itinéraire et insistait pour qu'on parte avant l'aube. Pour profiter de la fraîcheur du matin, disait-il. Le chemin était escarpé mais magnifique. Les arbres anciens s'élançaient vers le ciel, formant une voûte naturelle au-dessus de nos têtes. L'air était frais, chargé de l'odeur de la terre humide et des feuilles. Je me sentais léger, presque euphorique, comme si la montagne elle-même nous accueillait. Au début, tout se passait bien. On riait, on se taquinait, le sac à dos lourd ne semblait déranger personne. C'était comme si le poids de nos vies quotidiennes s'était évaporé dès qu'on avait mis un pied sur ce sentier. Chacun de mes amis avait l'air détendu, enfin libre des soucis habituels. Julie, avec son sourire éclatant, marchait en tête, bavardant avec Léo. Marc était un peu plus en retrait, vérifiant constamment la carte, et Thomas, toujours le plus silencieux, traînait à l'arrière, plongé dans ses pensées. Mais très vite, une tension imperceptible s'installa. Ce n'était pas grand-chose au départ, juste des petits signes, des regards furtifs, des pauses de plus en plus fréquentes pour reprendre son souffle. Moi-même, je sentais une étrange sensation grandir en moi, comme si quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas la fatigue, non, c'était autre chose, une sorte de pressentiment. Mais j'ai préféré ne rien dire, de peur de passer pour paranoïaque. Le sentier devenait de plus en plus étroit à mesure qu'on montait. À certains moments, on ne pouvait marcher que l'un derrière l'autre, en silence, concentrés sur nos pas. Les arbres se resserraient autour de nous et le ciel semblait s'éloigner, comme s'il nous observait de loin, indifférent à notre présence. C'est arrivé sans prévenir. Un moment, nous étions tous ensemble, et l'instant d'après, Marc avait disparu. Je m'en suis rendu compte en premier. Nous marchions sur un chemin escarpé, entouré de rochers et de pins noirs, lorsque j'ai jeté un coup d'œil derrière moi pour vérifier si tout le monde suivait. Julie et Léo étaient juste derrière, parlant encore à voix basse. Mais Marc n'était plus là. « Vous avez vu Marc ?» ai-je demandé, une pointe d'inquiétude dans la voix. Julie s'est retournée brusquement, les yeux écarquillés, comme si elle réalisait soudainement ce que je venais de dire. « Il était juste derrière nous, » répondit-elle, sa voix teintée de confusion. Léo s'arrêta et regarda autour de lui, comme si Marc allait surgir d'un buisson pour nous faire une blague. Mais il n'y avait rien, juste le vent qui sifflait entre les arbres et le silence oppressant de la forêt. Thomas, qui marchait toujours en dernier, arriva enfin à notre niveau, essoufflé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, visiblement agacé. « Marc a disparu, » lui répondis-je, le ton plus grave. Il fronça les sourcils, comme s'il essayait de comprendre ce que j'insinuais. Il n'est plus là. On a commencé à l'appeler, nos voix résonnant faiblement entre les rochers. Pas de réponse. Rien.
C'était comme si la montagne elle-même l'avait avalé. Au début, on s'est dit qu'il avait peut-être pris un mauvais tournant, qu'il s'était éloigné du sentier pour explorer quelque chose. Marc aimait ça, l'aventure, le risque. Mais plus on l'appelait, plus l'angoisse montait en moi. Ce n'était pas normal. Il n'aurait jamais quitté le groupe comme ça, pas sans nous prévenir. Julie proposa de revenir sur nos pas, de fouiller les environs. Il doit être là quelque part, insista-t-elle. Nous avons tous accepté. L'atmosphère s'était déjà chargée d'une inquiétude palpable. Plus on avançait, plus j'avais cette impression étrange que quelque chose nous échappait. Quelque chose d'invisible, mais présent. Au bout d'une heure de recherche infructueuse, la réalité commença à nous frapper de plein fouet. Marc n'était plus là. Et l'idée qu'il avait pu disparaître sans laisser de traces dans cet endroit isolé me glaçait le sang. C'est après la première heure de recherche que tout a vraiment commencé à dérailler. Julie, habituellement calme et rationnelle, s'est mise à paniquer. Elle tournait en rond, les mains dans les cheveux, marmonnant des choses incompréhensibles. Léo, quant à lui, devenait étrangement distant. Il marchait plus vite, comme s'il voulait s'éloigner de nous, refusant de parler ou même de croiser nos regards. Son visage était fermé, ses traits tendus, par une tension que je ne comprenais pas. Quant à Thomas, c'était lui qui m'inquiétait le plus. D'habitude si réservé, il avait commencé à me lancer des regards hostiles, comme s'il me tenait responsable de la situation. « C'est toi qui as suggéré cette foutue randonnée » murmura-t-il à un moment, alors que nous avancions silencieusement. Sa voix était basse, mais suffisamment tranchante pour me faire sursauter. « Quoi » répondis-je, surpris par l'accusation. « Tu savais que ce serait dangereux? Tu savais que quelque chose n'allait pas ici, et pourtant tu nous as entraînés. » Continua-t-il, son ton devenant de plus en plus agressif. Je pouvais voir la rage grandir dans ses yeux, comme si tout d'un coup, il voyait en moi la cause de notre malheur. Cela n'avait aucun sens, mais à cet instant, sa conviction me déstabilisait. Léo, toujours à l'écart, ne disait rien, mais je le voyais me jeter des coups d'œil furtifs, comme s'il approuvait silencieusement les accusations de Thomas. Julie, elle, s'était complètement renfermée, murmurant encore des mots que je n'arrivais pas à saisir. Sa panique semblait avoir franchi un point de non-retour. Son corps tremblait, ses yeux vaguaient dans le vide, comme si elle voyait quelque chose que nous ne pouvions percevoir. Leur comportement devenait de plus en plus inquiétant. J'essayais de garder mon calme, de me dire que c'était la peur qui les faisait agir ainsi. Après tout, un de nos amis venait de disparaître sans explication, et nous étions perdus dans une montagne isolée. Mais plus le temps passait, plus je sentais que quelque chose de plus profond, de plus sombre, s'était immiscé entre nous. Une sorte de malédiction qui nous dévorait de l'intérieur. Je pouvais presque sentir cette présence, invisible mais palpable, qui semblait manipuler chacun de mes amis, les poussant lentement à me voir comme leur ennemi. Au fur et à mesure que nous continuions à chercher Marc, une terrible révélation commençait à prendre forme dans mon esprit. Ce n'était pas seulement la peur de l'inconnu qui changeait mes amis, c'était autre chose, quelque chose de plus sinistre, comme si la montagne elle-même s'était emparée de leur esprit. Leur comportement devenait de plus en plus incohérent et menaçant, et je ne pouvais plus ignorer l'évidence. Ils n'étaient plus eux-mêmes. Ce fut Léo qui brisa enfin le silence avec une phrase qui me glaça le sang. « Il ne s'est pas perdu, tu le sais, non ?» Sa voix était étrangement calme, trop calme. « Marc, il n'est pas parti par accident, il était une distraction. » Je me figeais, mon cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demandai-je, ma voix tremblant d'incrédulité. « Depuis le début, tout ça, c'était pour toi, » ajouta Thomas, son regard sombre fixé sur moi. « Marc n'était qu'un pion, tu es celui qu'ils veulent. »« Quoi? Qui il? De quoi vous parlez ?» Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre la situation qui m'échappait de plus en plus. Chaque mot qu'il prononçait me plongeait dans une confusion totale. Julie, qui jusqu'à maintenant semblait désorientée, commença à rire nerveusement. C'était un rire qui n'avait rien de joyeux. « Tu ne comprends toujours pas ?» Elle s'approcha de moi, ses yeux grands ouverts, presque fous. « C'est toi depuis le début. Ils t'ont choisi. Nous savions ce qui allait se passer. » Je reculai instinctivement, sentant l'air devenir lourd autour de moi,
comme si une force invisible resserrait son emprise sur nous tous. La réalité se déformait. Les visages de mes amis, que je connaissais depuis des années, prenaient un aspect étranger, presque malveillant. Ce n'étaient plus les personnes avec qui j'avais grandi, ri, partagé des souvenirs. Ils étaient devenus autre chose. Des marionnettes, contrôlées par quelque chose de bien plus terrifiant que la peur. À cet instant, tout devenait clair. Marc n'avait pas disparu par accident. Il avait été sacrifié, d'une certaine manière, pour déclencher ce qui allait suivre. Et moi, j'étais le véritable but de tout cela. Ils avaient joué avec moi, me faisant croire que nous étions simplement des amis en randonnée, alors qu'en réalité, j'avais été attiré ici comme une proie dans un piège soigneusement tendu. Les battements de mon cœur résonnaient dans mes tempes. J'étais encerclé, et pour la première fois, je compris que ma survie n'était plus entre mes mains. Mon esprit s'embrouillait sous l'effet de la terreur. Je fixais mes amis, ou plutôt, ce qu'ils étaient devenus, cherchant désespérément une issue à cette situation cauchemardesque. Leur regard trop familier était maintenant vide, glacé, comme s'ils étaient possédés par quelque chose d'inconnu. Je sentais que chaque seconde me rapprochait du point de non-retour. Je reculais lentement, les mains tremblantes. « Arrêtez. Vous n'êtes pas vous-même. C'est la montagne. Elle vous a changé. » Mais mes paroles semblaient tomber dans un gouffre sans fond. Il ne réagissait même plus à ma panique. Léo fut le premier à avancer vers moi. Il avait cet étrange sourire figé sur les lèvres, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est inutile de lutter. Tout ce qui arrive ici était prévu. Depuis le début. Je sentis mon cœur se serrer, un mélange de désespoir et de confusion me submergeant. Julie, qui quelques instants plus tôt paraissait presque hystérique, affichait maintenant un calme effrayant. Elle me fixait, comme un prédateur qui observe sa proie. « La montagne ne nous a pas changés, » dit-elle, presque dans un murmure. « Elle nous a réveillés. » Je compris alors que ce n'était pas seulement la montagne qui les avait transformés, mais quelque chose de plus ancien, de plus maléfique. Ils étaient venus ici avec une intention cachée, un plan dont j'étais la cible depuis le début. Peut-être qu'ils n'avaient jamais été mes amis. Peut-être que tout avait été une illusion, une manipulation, pour me faire venir ici, à cet endroit précis. Les arbres autour de nous semblaient se refermer, les ombres devenant plus épaisses, plus lourdes. Thomas s'approcha à son tour, une lueur étrange dans les yeux. « Il est temps, maintenant, tu ne peux plus échapper à ce qui t'attend. » Je me tournais pour fuir, mais mon corps se sentait lourd, comme si la montagne elle-même tentait de me retenir. Mes jambes étaient engourdies, et chaque pas me semblait un effort titanesque. Je pouvais entendre leurs pas derrière moi, lents, presque synchronisés, comme s'ils prenaient leur temps pour savourer ma panique. Je ne savais pas où courir. Tout autour de moi semblait se fondre dans l'obscurité. Le sentier, les arbres, même le ciel semblait m'envelopper dans un cocon de désespoir. Je courais, mais je savais que je ne pouvais pas échapper à cette force qui m'avait pris au piège depuis le début. Et alors, je trébuchais. Le sol sembla se dérober sous mes pieds, et je m'effondrais lourdement. En me retournant, je les vis se rapprocher, silhouettes sombres contre la lumière déclinante du jour. Ils se tenaient au-dessus de moi, leur visage tordu dans une expression de satisfaction terrifiante. Il n'y avait plus rien d'humain en eux. Dans un dernier élan de désespoir, je hurlais, mais aucun son ne sortit de ma bouche. La montagne, ou peut-être ce qu'elle abritait, m'avait déjà pris. Je venais de sortir du travail quand j'ai reçu un message étrange sur mon téléphone. C'était Julie, une de mes meilleures amies, me demandant de la rejoindre à une adresse en dehors de la ville pour une soirée spéciale. Intrigué, j'ai accepté sans trop poser de questions. J'avais bien mérité un peu de détente après cette semaine de folie. En arrivant sur place, j'ai découvert une grande maison en pierre, entourée de bois épais à des kilomètres de toute civilisation. Les lumières scintillaient à travers les fenêtres, projetant une ambiance chaleureuse sur le chemin de gravier menant à l'entrée. J'ai eu un moment de doute. Pourquoi Julie avait-elle choisi un endroit si isolé? J'étais fatigué, et cette sensation de malaise que je n'arrivais pas à m'expliquer me serrait déjà la poitrine. Mais, avant que je puisse me laisser envahir par la peur, la porte s'est ouverte soudainement.
Surprise. Une vague de visages familiers m'a accueilli avec des cris joyeux. Mes amis, Julie, Thomas, Léa, Paul et Maxime. Tous étaient là, souriant, riant, me félicitant pour cette soirée spéciale. Une surprise d'anniversaire, un instant de soulagement. Peut-être un instant de soulagement, je m'étais simplement inquiété pour rien. Après tout, quoi de plus normal que des amis qui organisent une fête d'anniversaire surprise dans un endroit hors du commun. L'intérieur de la maison était magnifique. Des guirlandes lumineuses pendaient des poutres en bois du plafond, des bougies parfumées créaient une ambiance feutrée et une table débordant de nourriture et de boissons trônait au centre du salon. Tout avait l'air parfait, peut-être même trop parfait. Julie m'a tendu une coupe de champagne et nous avons trinqué en riant. Pourtant, dès cet instant, une impression étrange m'a traversé l'esprit. Leur comportement. Quelque chose clochait. Les rires étaient trop forts, les regards trop appuyés. Mais j'ai balayé ces pensées rapidement. C'était sûrement l'effet de la surprise. La soirée se déroulait normalement, ou du moins, c'est ce que je voulais croire. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose ne tournait pas rond. Au fil de la soirée, cette sensation de malaise s'intensifiait. Les rires semblaient sonner faux, comme s'ils étaient forcés. Je me disais que c'était sûrement la fatigue ou l'adrénaline du moment, mais certains détails me troublaient. Julie, par exemple, était bizarrement distante. Habituellement, elle se serait jetée dans mes bras en riant et en racontant des anecdotes de notre amitié, mais ce soir-là, elle se contentait de sourire sans dire grand-chose. J'ai essayé de lancer des conversations avec chacun d'eux, des souvenirs partagés, des moments drôles du passé. Pourtant, à chaque fois, ils semblaient hésiter, comme s'ils ne se souvenaient pas des détails ou ne savaient pas de quoi je parlais. Tu te rappelles, Julie, cette fois où on a failli manquer notre train pour Amsterdam? Elle a ri, mais son regard était vide. Ah oui, bien sûr, c'était tellement drôle. Mais il y avait un problème. Julie n'était jamais venue à Amsterdam avec moi. J'ai ressenti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Était-ce une simple erreur de sa part? Peut-être qu'elle était juste fatiguée ou distraite. Je me suis tourné vers Maxime, cherchant à dissiper mon inconfort. Et toi, Max, tu te souviens de notre road trip dans le sud? Ce jour-là, où on s'est perdu dans les petites rues de ce village? Il m'a regardé fixement, avant de répondre d'une voix monotone. Oui, bien sûr, c'était inoubliable. Mais il y avait un problème avec cette réponse aussi. Maxime n'avait jamais fait ce voyage avec moi. J'avais fait ce road trip seul. Mon cœur s'est serré, et soudain, la chaleur de la pièce a semblé se dissiper. Quelque chose clochait, et ce n'était plus seulement une impression vague. J'ai posé mon verre sur la table et pris une grande respiration. Mon regard balayait la pièce. Chaque détail semblait trop parfait, trop bien organisé. Et mes amis, ou du moins ceux que je pensais être mes amis, ne se comportaient pas comme eux-mêmes. Leurs regards étaient comme des masques, des expressions figées qui cachaient quelque chose de bien plus sombre. J'ai commencé à sentir l'angoisse monter en moi, une peur sourde qui me serrait la poitrine. Il fallait que je sorte, que je prenne l'air, que je m'éloigne de cette ambiance étouffante. Je vais juste prendre l'air un instant, ai-je annoncé en me dirigeant vers la porte d'entrée. Personne n'a répondu. Ils m'ont seulement regardé, leur sourire toujours fixé sur leur visage, sans dire un mot. Ce silence m'a donné la chair de poule. J'ai accéléré le pas, essayant de ne pas paraître trop pressé, mais dès que j'ai tourné la poignée de la porte, mon estomac s'est noué. La porte ne s'ouvrait pas. Elle était verrouillée. J'ai tenté de rester calme. Peut-être que c'était une mesure de sécurité de la maison. J'ai cherché la clé autour de la porte, mais il n'y en avait aucune. Essayant de ne pas paniquer, j'ai fait un tour rapide de la maison, cherchant une autre issue. Les fenêtres, elles étaient toutes fermées. J'ai essayé d'en ouvrir une, mais elles étaient inexplicablement bloquées, comme si elles faisaient partie d'une cage dont je ne pouvais m'échapper. Mon cœur battait à tout rompre. Chaque porte que j'essayais était verrouillée, chaque fenêtre impossible à ouvrir. J'étais piégé, enfermé dans cette maison avec ces personnes qui semblaient être mes amis, mais qui, je le sentais de plus en plus, ne l'étaient pas. Je suis retourné dans le salon, tentant de ne pas montrer ma panique. Ils étaient toujours là, assis, me regardant d'un air étrange, leur visage calme, leur sourire figé.
Julie s'est levée et s'est approchée de moi lentement. « Tout va bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais dénuée de toute émotion. Je ne savais pas quoi répondre. La porte est verrouillée. Je n'arrive pas à l'ouvrir, ai-je dit, essayant de paraître aussi détendu que possible. Julie me fixa quelques secondes, puis répondit en souriant. « Oh, c'est normal. C'est juste pour que personne ne parte avant la fin de la fête. » Son sourire s'élargit, mais il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans ses yeux. Ce n'était pas ma Julie, pas celle que je connaissais. Mon instinct me hurlait de fuir. Mais comment? J'étais enfermé. Mon esprit tournait à toute vitesse. Je savais que quelque chose d'horrible se passait, mais je n'arrivais pas à comprendre quoi exactement. Ils avaient tous changé. Ce n'étaient plus mes amis. Ils étaient devenus des étrangers au comportement mécanique. Leurs sourires vides et leurs yeux perçants fixés sur moi. Je devais sortir. Peu importe comment, je devais m'échapper de cette maison. Je me suis excusé en prétendant avoir besoin d'aller aux toilettes, espérant trouver un moment de répit pour réfléchir à un plan. En montant les escaliers, j'ai senti leur regard perçant sur moi, comme s'ils me suivaient. Chaque pas que je faisais résonnait sinistrement dans la maison. Arrivé à l'étage, je me suis précipité vers la salle de bain. Mais au lieu de m'y enfermer, j'ai fermé doucement la porte derrière moi et me suis dirigé rapidement vers la première chambre que j'ai trouvée. Là, dans la pénombre, je me suis adossé à la porte, essayant de reprendre mon souffle. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre. En fouillant la pièce des yeux, j'ai remarqué quelque chose qui a fait monter une nouvelle vague de panique. Sur la table de chevet, il y avait une photo. Une photo de moi, entouré de ses amis, mais ce n'était pas une photo que je connaissais. Elle semblait avoir été prise cette même nuit, avec moi souriant parmi eux, dans cette même maison. Pourtant, je n'avais aucun souvenir de cette image. Comment était-ce possible? Je me suis précipité vers la table, et en dessous de la photo, il y avait d'autres clichés. Tous montraient des moments où j'étais avec eux, mais à chaque image, leur visage devenait de plus en plus flou, distordu, tandis que le mien restait net, comme s'ils étaient en train de disparaître. Une vague de terreur m'a submergé. Puis j'ai entendu un bruit derrière moi. Un léger grincement. Je me suis retourné d'un coup, et là, debout dans l'encadrement de la porte, se trouvait Maxime. Son sourire était plus large que jamais, tordu, presque inhumain. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il, sa voix calme, mais terriblement glaçante. » Je reculais, le cœur battant à tout rompre. C'était clair maintenant. Ils n'étaient pas mes amis. Ils n'avaient jamais été mes amis. Et j'étais leur prochaine cible. Je sentais mon corps trembler, la panique prenant le dessus. Je reculais lentement, mais mes jambes étaient lourdes, comme si l'air autour de moi devenait épais, oppressant. Maxime s'avançait doucement, son sourire toujours figé, presque grotesque, et ses yeux brillaient d'une lueur malsaine. Il n'était plus humain. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ma voix tremblait, mais je devais comprendre. Je devais savoir pourquoi j'étais là, pourquoi il me faisait ça. « Ce que nous voulons ?» Il éclata d'un rire sinistre. « Nous voulons simplement être toi. Te remplacer. » Il s'approcha encore. Ses mouvements étaient lents, calculés. Nous avons pris leur vie, leur visage, et maintenant, il ne manque plus que toi. Je compris, avec un sentiment d'horreur absolue, que ces créatures avaient pris l'apparence de mes amis. Ils les avaient volés, corps et âme, et maintenant, c'était mon tour. Mon esprit tournait, cherchant désespérément une issue. Je ne pouvais pas rester là. Je ne pouvais pas les laisser me prendre. Je me précipitai vers la porte, mais elle se referma brusquement devant moi, comme si la maison elle-même était contre moi. Le souffle court, je me retournai pour trouver Maxime à quelques centimètres de moi, son visage déformé par cette expression inhumaine. Soudain, un bruit sourd résonna dans la maison. C'étaient Julie et les autres, qui montaient les escaliers, leurs pas lourds et synchronisés. Ils venaient pour moi. Mon instinct prit le dessus. J'ai attrapé une lampe de chevet et l'ai projetée de toutes mes forces contre Maxime. Le choc l'envoya au sol, mais je savais que cela ne durerait pas longtemps. Dans un élan de désespoir, j'ai couru vers la fenêtre. Cette fois, je ne pris pas la peine d'essayer de l'ouvrir. J'ai saisi une chaise et l'ai lancée contre le verre.
la fenêtre éclata dans un fracas assourdissant, et l'air froid de la nuit s'engouffra dans la pièce. Sans réfléchir, je me suis précipité à travers les éclats de verre, ignorant la douleur des coupures sur ma peau. Je devais fuir, coûte que coûte. Derrière moi, j'entendais leurs voix, leurs rires étranges, tandis qu'ils me suivaient, me pourchassaient. Je dévalais la colline à toute allure, mes pieds glissant sur l'herbe humide. Chaque seconde comptait. Je savais qu'ils n'abandonneraient pas. Ils me poursuivraient jusqu'à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me remplacent. Mais je devais survivre. Je devais leur échapper. Parce que si je ne le faisais pas, il n'y aurait plus jamais de moi. Salut tout le monde. J'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.